Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fringale, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Ça y est, il est là, l'enfer du Nord attend les coureurs ce dimanche, et oui, après une magnifique édition du Ronde remportée par Tadej Pogačar, c'est la reine des classiques qui va se présenter ce dimanche sous les roues des coureurs, et pas seulement la reine des classiques, c'est surtout des kilomètres et des kilomètres de secteur pavé. Peut-être pas la plus grande, peut-être pour certains en tout cas, c'est sûrement la plus mythique des classiques et le plus mythique des monuments connus partout dans le monde. Et on a très hâte de faire une petite preview ensemble de ce Paris-Roubaix, et avec moi pour m'accompagner, deux excellents flahutes, on va dire, qui n'auront aucun mal à passer les secteurs pavés, quoique j'ai déjà avec moi Adri. Comment ça va, Adri? Salut Titien, bonjour à toutes et tous. Écoute, ça va plutôt pas mal. J'ai hâte d'admirer ces pavés, mais devant mon écran. Je pense à chaque fois que je roule là, que je roule sur des pavés pendant 20 mètres où c'est un enfer. Je me dis mais c'est vraiment des grands malades ces gars qui roulent à toute blinde sur les pavés. Donc voilà, je serais bien mieux à regarder, observer les coureurs, et pour une édition qui s'annonce palpitante et très excitante, mais ça on va avoir le temps d'en reparler. Tout à fait, ça risque d'être incroyable, et on a de la chance, Adri, enfin tu as de la chance, non pas parce que je suis là, mais parce que il est là, nous sommes très bien accompagnés, celui qui devrait faire la différence sur le carrefour de l'arbre, en tout cas celui qui fait la différence depuis le début d'année avec ses pronos et ses scores à Cycling Fantasy, c'est Poppy. Comment ça va, Poppy? Salut tout le monde, salut à tous. Très content après avoir vécu un round monumental, mémorable. Et bien maintenant, c'est l'enfer du Nord qui nous attend, tu l'as dit, Titien. Et vraiment hâte de pouvoir bien faire la preview de cette course, parce qu'il y a quand même, mine de rien, beaucoup de choses à dire sur ce Paris-Roubaix. Ouais, on a vécu un tour un tour des Flandres assez incroyable que tu nous as animé, Poppy, pendant ce live. Ça, vous êtes un peu remis de vos émotions, parce que franchement, ça a pas débranché pendant 1 heure et demie. Ah, en vrai, c'était super chouette de faire ça avec Matt et puis Nico. On s'est vraiment régalé, et c'était une course en plus vraiment fantastique. Il y a eu vraiment aucun temps mort pendant pratiquement 2 heures, donc c'était vraiment génial. Et puis de pouvoir faire ça aussi avec le chat en direct et les réactions de tout le monde, c'était vraiment génial. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire de même sur ce Paris-Roubaix. Tout à fait. Bon, les gars, je mets tout de suite les pieds dans le plat, mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même la grosse course la plus excitante de ce début d'année. Là, j'ai l'impression qu'on va voir tous les gros en forme en même temps, une course assez ouverte. Moi, je suis comme un fou, là. Je sais pas ce que t'en penses, Adri, mais l'adrénaline, elle monte déjà, là. Ouais, ça monte. On attend tous avec impatience, et surtout depuis qu'on sait que Pogačar va y participer. Et ça rend la course encore plus excitante, parce qu'en fait, si on en reparlera tout à l'heure, mais il est pas fait pour cette course. Mais c'est Pogačar. Donc en fait, juste là, le premier Roubaix. Alors il l'a fait 2 fois en junior, mais c'était il y a 10 ans. Il avait fait, voilà, je sais pas, dans le 13e, je crois, sa meilleure place ou un truc comme ça. Donc rien à voir, mais bon voilà, quand on le voit à l'œuvre de toute façon sur un vélo, peu importe le terrain, on se souvient d'une étape du Tour de France où il avait été très bon. Donc en fait c'est ça, ça fait que l'excitation elle est vraiment top, parce que là il va sur un terrain qui est pas du tout le sien, il prend un risque de fou. Personne lui en aurait voulu si s'était pas présenté au départ, et en fait lui il est champion du monde, et il veut ouais, en fait, il veut gagner toutes les plus grandes courses du cyclisme, et c'est sa participation, plus le fait qu'il vient de battre Van Der Poel sur le Tour des Flandres. Ouais, il y a vraiment une grosse attente pour dimanche. Ouais, c'est clair. Et puis, c'était sûr qu'avant le Tour des Flandres, on était déjà comme des fous, mais on savait que Tadej Pogačar, mine de rien, c'était avec Mathieu Van Der Poel les deux grands favoris, et que le Tour des Flandres, c'est toujours la course qui récompense le plus fort. Ici, sur Paris-Roubaix, c'est une course ouverte. On a tous les meilleurs du monde. On a plein de coureurs qui peuvent imaginer un scénario d'anticipation. Poppy, toi aussi, t'es un peu comme un fou, et tu te dis qu'il peut y avoir tellement de choses qui vont se passer pendant cette course. Ça va être dingue, hein. Ouais, franchement, ça va être une course de folie. Il y a tellement de scénarios qui peuvent s'expliquer, qui peuvent s'inventer sur cette course-là. Et puis, vous l'avez dit, hein, il y a tout le monde qui va être présent, sprinter, puncher, rouleur. Tous les gars en forme de ce début de saison seront présents. Et puis, avec un Tadej Pogačar, voilà, qui, malgré le fait qu'il ne soit pas favori, comme l'a dit Adri, et ça reste comme un factor X dans la course, voilà. Ça va créer une course vraiment
Avec beaucoup de spectacles, je pense, et puis aussi beaucoup d'adrénaline et je pense beaucoup de tension. J'ai pas dit qu'il était pas favori, hein. Ah, T'as dit que c'était pas son terrain. voilà. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'il est pas favori. On en reparlera après, les gars. Vous inquiétez pas. On va y passer du temps sur Tadej Pogacar. Juste avant ça, le petit rappel habituel. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Déjà en vous abonnant à notre chaîne YouTube, ça nous fait super plaisir. Voilà, on est tout doucement, puisqu'on vient de passer les 3000 abonnés, mais ça progresse chaque semaine. Donc voilà, si on peut arriver. Est-ce que le fait d'arriver sur les 4000 abonnés, les gars, avant le Tour de France, c'est possible? En tout cas, on va essayer de se diriger vers cet objectif. Et puis évidemment, si vous voulez nous soutenir en adhérant à l'association Radio Fringale, c'est en description de la vidéo. Avant qu'on arrive sur cette analyse, qu'on parle de Pogacar, de Van Der Poel, de Van Aert, peut-être pourquoi pas des Astana, je ne sais pas. En attendant, je crois que Poppy, c'est toi qui nous a préparé un petit quiz. Tout à fait, petit quiz évidemment, vous l'aurez deviné, messieurs, sur la thématique de Paris-Roubaix. Surprise. Pas de surprise, ouais, franchement, j'ai essayé de vous surprendre. C'est-à-dire Liège-Bastogne-Liège, moi. Moi, je m'attendais au Tour du Pays Basque, là, non, Paris-Roubaix. Pourtant, oui, la grosse course de la semaine, c'est le Pays Basque. Hein. Attends, il y a quand même de l'enjeu. Messieurs, on va faire. Alors, j'ai préparé 3 questions classiques. Et ensuite, je sais que ça va être très compliqué pour moi, là, contre le maître du quiz. Aïe. Je suis peut-être rouillé depuis le temps. Hein. Faut de toute façon, j'ai fait des questions exprès pour toi, Titien, tu le sais pas. Mais écoute, j'espère. Eh bien, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Parfait. On commence par une question assez pour une petite entrée en matière. On sait que Paris-Roubaix, on a une course très difficile, très très rude pour l'organisme et pour le physique. Mais quelle a été l'édition la plus longue de Paris-Roubaix en termes de kilomètres? Et si vous avez l'année, vous gagnez 1 point en plus. Là ou les années d'ailleurs. Alors ça, je sais rien du tout. Je vous la donne à 5 km près, si vous voulez. 268. Non. Moi, je vais dire plus. 275. Ça sera bon pour Titien parce que c'est 280 km, la plus longue édition de Paris-Roubaix. Okay. Ça a eu lieu en 1896, donc sur la première édition, mais aussi en 97 l'année d'après, et après 1901 et 1919. Donc c'est vraiment pas du tout récent. Effectivement. Avec leur gros vélo en acier qui devait se briser en je sais pas combien sur les pavés là. Non mais ça devait être une horreur, t'imagines? L'ouverture de la course. Ouais, je pense vraiment qu'on se rend pas compte pour la première édition. Un point du coup pour Titien. Question suivante. Mathieu Van Der Poel aura l'opportunité de gagner un 3e Paris-Roubaix consécutif s'il s'impose ce week-end. Mais qui est le dernier coureur à avoir réalisé cet exploit? Francesco Moser. Et en quelle année? 78, 79, 80. Il a dégainé telle une attaque de Pogacar dans le... Plattenberg. Et celui d'avant, c'était Octave Lapise. Ça a été fait que 2 fois pour l'instant. Et Lapise, ça doit être 1909, 1910, 1911 ou un truc comme ça. Je suis pas sûr sur les dates. Je ne sais pas, j'avoue, je ne suis pas remonté jusque là, j'ai déjà vu que c'était arrivé en 78, 79, 80, et je me suis dit, ça fait déjà bien 45 ans, quoi, donc c'est un exploit qui était notable. Eh bien, Adri, je te donne donc ces 2 points pour toi. Ça fait 2 points pour Adri, 1 point pour Titien, mais attention, rien n'est joué. Messieurs, nouvelle question. Ça va être un peu à face sur cette question. Ils sont 7 coureurs à avoir gagné Paris-Roubaix avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Est-ce que Pogacar sera le 8e coureur à le faire? On ne sait pas, mais en attendant, j'aimerais savoir quels sont les 7 coureurs qui ont fait cet exploit et en quelle année en plus. Si vous avez l'année, c'est 1 point bonus. Si vous n'avez pas l'année, c'est pas grave. On répond comme ça? Chacun votre tour à la volée, ouais. Donc, qui commence? Honneur à Titien. Allez. Je vais surprendre personne. Mathieu Van Der Poel. Mais oui, quelle année? 2024. Gagné, Titien. Bravo. Adri. Bernard Hinault, 1981. C'est bon pour Adri, parfait. 2 points. Titien. Peter Sagan, 2018. C'est tout bon pour Titien. Tom Boonen. Non,
Tom Boonen n'a pas gagné avec le mode champion du monde sur les épaules. C'est Ouais, les Flandre qui gagne. C'était 2006, il perd face à Cancellara. C'était le premier succès de Cancellara, il me semble. Eh oui, mais en 2006, c'est le Tour des Flandres qui gagne. Ouais, il gagne Ah le Tour là des là Flandres. là là. Dommage, Adri. Titien, pour surenchérir. Là, c'est dur. C'est dur, ouais. C'est dur, mais je vais dire De Vlaminck. Non, Il a jamais été champion du monde, Il je a crois. jamais été champion du monde, bah voilà. Il me semble. Petit coureur, Van Looy. Van Looy, oui, c'est une bonne réponse, Adri. Est-ce que tu aurais l'année? Bah, 1962 ou 3. 3. Eh ben non, Adri, c'est 61 et 62. Oh non, dég. Mais il l'a fait du coup 2 fois, 2 années d'affilée, en 61 et 62 pour Rick Van Looy. Il nous reste 3 champions du monde à trouver, messieurs. Bah, Un très connu, et Bernard un Hinault. dont on a déjà parlé. Bernard Hinault, on a déjà dit. Ah, on Je a l'ai déjà dit. dit. Oh là, pardon. Ouais. Bah, Eddy Merckx. Eddy Merckx, bien sûr, Adri. Tout à Là, fait. j'ai pas le reste. Eddy Merckx en 68. Et ensuite, bah, l'autre, on l'a cité juste avant, Francesco Moser en 78. Et le dernier, Marcel Kint en 43. Ah bah, Et Kint, là, là, il non. fallait aller- J'aurais pas retrouvé. Ah bah oui. Il fallait Moser. les chercher. Et bien parfait. Alors si je calcule bien les points, on a 4 points gagnés pour Titien sur cette partie et 4 points gagnés pour Adri également. Ce qui donne toujours un point d'avance pour Adri. Messieurs, je vous propose un petit jeu pour finir. Je vais vous citer des équipes par lesquelles est passé un coureur. L'idée c'est de retrouver quel était ce coureur. Ok? Est-ce que vous Ah avez oui, compris? ok. C'est un coureur Ouais. qui C'est a- les équipes par lesquelles C'est un coureur On qui a cherche brillé on sur Paris-Roubaix. cherche des coureurs qui ont gagné Paris-Roubaix, Ah, bien ok. sûr. C'est un coureur ou plusieurs coureurs qu'on doit citer? Je vais vous en faire, je vais vous les faire un par un en fait. Ok. Donc on en Ok. cherche d'abord un J'ai et compris. après. C'est le ok. premier qui trouve, c'est ça? Exactement. Ok. Je commence. US Postal Service. Goonen. Step. Oui. Putain, Stop. j'allais le dire en plus. C'est vrai qu'en 2002, il est chez US Postal. Oui, mais- c'est là où. Ah là là. Troisième, là. Troisième, Ouais. c'est vrai. Ici, ouais, où il se révèle. Tom Boonen, donc, c'était bien ça qui avait fait après Quick Step, Omega Pharma Quick Step, ATX Quick Step Floor. Voilà, je pense que on connaît son équipe de cœur. Messieurs, on continue avec le coureur suivant. C'est parti. Qui est passé par l'AD Renting Anti-M Enerday. Qui ensuite a fait l'AD Renting W Cup Bottega Course Light. Avant de rejoindre la Lotto Super Club. Puis la Lotto Mavic. Ensuite, il est passé par la GBMG Boys Magnificio Techno Gym Bianchi. Johan Museau. Oui, Johan Oh Museau, là bien là. sûr. Titien qui n'a pas retrouvé. Alors après, les noms d'équipes sont Le premier nom, là, je. Ah, j'étais Ah resté ouais. à la Domo, à la Mapei, mais là. Ouais, j'avoue voilà. que- Après, c'est Mapei, et puis Domo Farm Frites, évidemment. Grande équipe. La Domo Mais Farm oui, la Frites. Lotto, c'était pas avec un. C'était Ouais. le maillot un peu rose, là. Si, de Muséo, là. je me souviens. Il y Ouais, avait ouais, une c'est ça. couleur un peu rose, Ouais. ouais. Oh là là, Ouais. ouais, c'est à l'ancienne. Avant de finir chez Quick Step en 2003 pour Johan Museau. Messieurs, dernier coureur, dernier vainqueur de Paris-Roubaix. Attention, un peu moins d'équipe cette fois-ci. Rabobank, Sky, Orica Green Edge, Ah, Mathieu Eman. Mathieu Eman, Ah, joli, évidemment. Joli. Comment ne pas citer Mathieu Eman quand on parle de Paris-Roubaix, bien sûr. Peut-être vainqueur de Paris-Roubaix. la plus grande édition En du 2007. siècle. Hein. Franchement, c'était Ah En ouais. incroyable. plus, ouais. Et Mathieu Un Eman final a de bien- dingue. Bien évidemment gagné Paris-Roubaix. C'est sa plus belle victoire de sa carrière, sans aucun doute. Un point donc pour Titien, et ensuite 2 points pour Adri qui scelle son avantage à 3 points d'avance sur Titien. Bravo, Adrien. Félicitations, messieurs. Ouf. Merci. Le- Adri qui Je- sauve son je- statut de. J'ai battu le meilleur au quiz de la saison, là, donc du coup. Très bien. Adri, tu ne joueras plus au quiz pendant un an. Ah, voilà, allez. Mani le quiz. L'année prochaine pour le mois Bah, d'avril. en tout cas, merci Poppy pour nous avoir animé ça. Et puis, pas de bah, souci. maintenant, je vais passer la parole à Adri, puisque tu vas nous présenter, même si on le connaît bien, maintenant, tu vas nous présenter le parcours et puis les temps forts qui vont animer ces plus de 200 km de Paris-Roubaix.
Bah oui, exactement, avec une petite, enfin voilà, 2-3 petits changements par rapport à l'année dernière. Donc le parcours de Paris-Roubaix, donc cette année 259,2 km. Comme depuis 1977, on part de Compiègne pour partir sur un premier temps d'environ 100 km sans pavé. Ces dernières années, ça a très souvent été couru très très vite parce que il y a une échappée à prendre et on sait que s'il y a bien une échappée matinale qui a la chance d'aller au bout, et c'est celle de Paris-Roubaix. On vient de parler de Matthew Eman par exemple et voilà, donc c'est souvent très très couru et apparemment on annonce vent de dos également pour ce dimanche, donc ça devrait aller très très vite et ça va pas débrancher. Il faudra vraiment faire très très attention, même si bon les routes sont larges, il y a pas trop de pièges, donc pour les favoris ça va, mais c'est aussi la bonne occasion pour certains coureurs de se projeter à l'avant. Et puis on arrive donc dans le premier secteur pavé. Alors il y en aura 30 cette année, un de plus que l'année dernière. Et on arrive donc le premier secteur, le numéro 30, celui de Troisville, qui vraiment lance la course, quoi. C'est un moment hyper attendu dans l'épreuve, même si c'est pas le plus compliqué, ça reste le premier. À noter que c'est le secteur pavé le plus haut en altitude, voilà, 136 mètres. Et après, à chaque fois, les secteurs pavés suivants sont un petit peu plus bas en altitude. Et ensuite, on arrive à un enchaînement pendant pas mal de kilomètres. De toute façon, après, il y aura des secteurs pavés qui vont rythmer la fin de la course. Mais j'ai envie de dire, sur les 50 kilomètres suivants, ça va être des secteurs avec des difficultés variées jusqu'au secteur numéro 20, qui est celui d'Aveluy à Valers, à environ 100 km de l'arrivée. Pour moi, c'est le premier gros secteur et c'est un premier point clé de la course, parce que c'est aussi le dernier secteur avant des endroits qui est sûrement qui fait partie des endroits les plus mythiques du cyclisme, la Trouée d'Arenberg. Et voilà, c'est ce secteur à la difficulté extrême, au pavé disjoint et saillant, et puis ce secteur qui est pris en descente. Alors on se souvient l'année dernière que juste avant, la semaine avant Paris-Roubaix, les organisateurs avaient inventé une chicane un peu en urgence, et aussi pour que les coureurs arrivent moins vite. Alors cette année, pas de chicane, mais par contre ils ont quand même modifié l'arrivée, et cette fois-ci on voit que ça a été réfléchi et que ça a été fait d'une manière un petit peu plus intelligente en termes de course, c'est-à-dire que en fait, au lieu d'arriver tout droit sur l'entrée, on va passer un peu dans le village et prendre 4 virages à 90 degrés pour prendre une rue adjacente, et ce qui fait qu'il y aura un dernier virage à 90 degrés juste avant le passage à niveau, qui après donne sur l'entrée de la Trouée d'Arenberg. Donc les coureurs arriveront avec beaucoup moins de vitesse que qu'il y a 2 ans ou les années précédentes. Donc voilà, ça je pense que c'est aussi plutôt pas mal, hein, quand on voit un petit peu les chutes qu'il peut y avoir à très très haute vitesse, et que là les coureurs sont prêts à prendre tous les risques du monde pour être bien placés à cet endroit très stratégique de la course. Voilà, donc là, premier gros temps fort. Et une fois sorti, il reste un peu plus de 90 km de course, mais on est vraiment lancé pleine balle vers le vélodrome de Roubaix, parce qu'il y a quasiment jamais plus de 10 km sans pavé. Après, avec un enchaînement de secteurs qui sont parfois très coriaces, parfois un peu plus doux. Et pour citer les plus réputés, puis aussi les plus attendus, les plus difficiles, hein, je l'ai pas précisé, mais les secteurs pavés sont notés de 1 à 5 étoiles. Il y a 3 5 étoiles, donc la Trouée d'Arenberg, et le suivant, c'est Mons-en-Pévèle, qui est un peu moins de 50 km de l'arrivée, le secteur numéro 11, où là clairement il y a
il faut être placé. Il y aura déjà eu une sélection avec les premiers secteurs et ceux qui auront joué de malchance. Forcément, il y en aura des crevaisons, des chutes. Ça fait partie de Paris-Roubaix et c'est une véritable course à élimination. Mais dans Mons-en-Pévèle, c'est aussi l'occasion, un secteur qui se finit par une légère montée qui permet aux plus costauds de faire la différence. Si je me trompe pas, je crois que c'est là où Van Der Poel a attaqué l'année dernière. Mais voilà, je suis plus. Non, l'année dernière, il a attaqué dans Orchy. Un peu avant. Ouais, dans Orchy. C'était avant. C'était à Orchy. Ouais. Mons-en-Pévèle, il va attaquer. C'est dans le faux plat, tu sais, qui suit Mons-en-Pévèle. Oui, qui suit. Oui, c'est ça. En 2023, du coup. Exactement. Ouais. Exact. Donc voilà, un temps fort. Et puis après, le dernier gros temps fort, c'est aussi l'autre secteur 5 étoiles, avec le fameux Carrefour de l'Arbre, son restaurant à la sortie, donc secteur numéro 4, qui est un véritable juge de paix de l'épreuve. Et voilà, il y a un proverbe qui dit que celui qui passe en tête au Carrefour de l'Arbre arrive en premier sur le vélodrome. Ça s'est vérifié les 3 dernières années, donc on verra si pour l'année 2025, on aura à nouveau la chance de pouvoir le dire. Et puis enfin, après, un enchaînement avec le secteur de Gruson, et puis les difficultés seront maintenant derrière les coureurs. Et on arrive sur le mythique vélodrome André Pétrieux de Roubaix, avec sa piste en béton. Et voilà, pour une arrivée à chaque fois extraordinaire et qui fait vraiment frissonner quand les coureurs rentrent pour se faire ce tour et demi sur le vélodrome de Roubaix. Donc voilà, messieurs, pour le parcours. Merci beaucoup, Adri. Et je propose que suite à ce parcours qu'on vous a mis à l'écran, vous voyez un peu les principaux secteurs. Effectivement, on va commencer à parler un peu de la course. Et forcément, je pense qu'on a tout de suite envie d'aborder la présence de Tadej Pogačar sur cette épreuve. C'est quand même fou. Ça faisait plus de 30 ans qu'un vainqueur sortant du Tour de France ne s'était pas présenté sur les routes de Paris-Roubaix, et d'ailleurs surtout dans la position d'un favori. Donc Tadej Pogačar, ça a été longtemps en suspens, hein. Ça a été un peu le sujet du début du printemps, sur le début mars. Est-ce qu'il va faire Roubaix ou pas? On se souvient de cette petite vidéo qu'il avait postée sur les réseaux sociaux, qui avait été postée par Tim Wellens, il me semble, son équipier. On voyait Tadej Pogačar faire la trouée d'Arambert, il me semble, hein, ouais, sur son vélo. Et donc voilà, il commençait à y avoir un peu les rumeurs les plus folles. Va-t-il faire Roubaix? Va-t-il pas faire Roubaix? Je me souviens qu'on en parlait un petit peu, on savait pas trop. Et puis voilà, la nouvelle est tombée. On a su qu'il enlevait le 3 et puis Ganvé Game de son programme. Et on s'est douté que c'était pour avoir un peu plus de récupération pour préparer Paris-Roubaix. Effectivement, Tadej Pogačar voilà, se présentera ce dimanche au départ de l'Enfer du Nord. Alors, avant de parler de performance ou de ce qu'il pourra faire sur la course, peut-être on va commencer avec toi, Adri. Qu'est-ce que ça t'inspire, la présence de Tadej Pogačar, qui est plutôt un grimpeur quand même de base sur une épreuve comme Paris-Roubaix? Il est triple vainqueur du Tour de France, tenant du titre. Voilà, il brille plutôt sur ces épreuves où sa capacité à grimper le hisse à la première place. Voilà, est-ce que c'est courageux? Enfin, comment tu vois sa présence là aujourd'hui sur Paris-Roubaix? Moi j'adore, moi je suis fan, je trouve ça absolument génial en fait qu'il ose y aller, qu'il se dise vas-y en fait j'y vais et puis on verra. Enfin franchement personne lui en aurait voulu si de toute sa carrière il n'avait pas mis une roue sur les pavés de Paris-Roubaix. Mais en fait, je trouve que ça dit beaucoup de son approche du cyclisme, de son envie de s'amuser et d'aller se tester. Et puis, je pense lui aussi d'aller découvrir de nouvelles choses. Je pense qu'il doit avoir une excitation assez énorme à l'approche de cette course. Et puis, c'est le symbole, quoi. C'est le champion du monde. Je pense que le fait qu'il soit champion du monde, ça joue aussi. Ça a dû jouer, à mon avis, dans sa décision, c'est-à-dire que il veut aussi faire honneur à ce maillot qui est mythique dans le cyclisme. Et non, moi je trouve ça top. En fait, il aurait très bien pu dire voilà, là c'est bon, je fais le Tour des Flandres, et puis en plus là il l'a gagné, puis après voilà, on va se reconcentrer sur Liège-Bastogne-Liège, parce que il faut pas oublier qu'en général, les coureurs qui font Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, et qui veulent faire les Ardennes derrière, ils arrivent cramés derrière. Après, ça reste Tadej Pogačar et c'est un phénomène.
mais c'est un gros risque en fait qu'il prend et je pense que pour une fois ce sera une course pour lui où bah, il aura la pancarte forcément parce que c'est Pogačar. Pour moi, il doit être considéré dans la liste des favoris parce que c'est Pogačar sur une course de vélo tout simplement. Mais c'est pas, ce sera pas. Enfin, on va pas se dire ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé s'il fait 10e ou s'il abandonne. Après, bah il prend un risque parce qu'on sait qu'on peut chuter et se blesser gravement sur Paris-Roubaix. Mais moi en tout cas je trouve sa participation très très osée et c'est chouette et à une époque on regrettait beaucoup la spécialisation des coureurs et lui il est en train de vraiment casser tout ça déjà parce qu'il est super fort et puis aussi parce qu'il a envie et je trouve que c'est vraiment ce qui se retransmet là avec sa participation. Ouais, Poppy, toi aussi enfin, c'est une vraie curiosité pour toi et c'est un plus pour cette course que le champion du monde soit au départ. Ouais, clairement, Pogacar, il est très animateur des courses auxquelles il participe. Et moi, je trouve que sa présence, elle va apporter beaucoup de bien. Alors, certes, Paris-Roubaix, c'est une super course, hein. Il n'a pas forcément besoin de Pogacar pour qu'il y ait du spectacle. Mais en fait, sa présence permet de le mettre en homme à cibler. Et peut, par exemple, enlever beaucoup de pression à des coureurs comme Van Der Poel, etc., dont on parlera plus tard. Mais aussi de se dire, bah voilà, il vient pour découvrir, il aime faire du vélo, il aime son sport, il aime son métier. Et c'est aussi, je pense qu'il vient sans forcément. Alors, s'il vient avec l'objectif de gagner, je pense quand même, sur chaque course sur laquelle il s'aligne, Ah il veut oui, c'est gagner. sûr. Mais je pense que s'il ne gagne pas Paris-Roubaix, ça sera pas une grosse déception pour lui. Ce sera plus l'idée de se dire, bah, je reviens l'année d'après et c'est une course qui m'a plu, etc. Donc, je pense vraiment que c'est pour se jauger par rapport à cette course-là, pour aussi progresser en tant que coureur qu'il est. Voilà, Pogacar est fort dans beaucoup de secteurs, hein, on le sait et on l'a bien vu, mais le secteur des pavés à plat sur Paris-Roubaix, c'est encore quelque chose de différent. C'est pas le pavé du Tour des Flandres. Le Tour des Flandre, il a l'avantage que ça soit des monts et Pogacar est très très fort dans ce domaine-là aussi. Là, on est vraiment sur du plat, on demande beaucoup de puissance. Pogacar est un très très bon rouleur, donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Mais sa présence sur cette course, elle amène forcément quelque chose de positif, parce que pour moi, ça amènera forcément du spectacle, ça va amener forcément je l'ai dit tout à l'heure, mais une nervosité dans la course. Voilà, ça va être un target man, hein, évidemment, ça reste Pogacar et il faut pas l'oublier, même sur une course comme Paris-Roubaix, donc clairement ça apporte un tout autre enjeu à cette course. Il y a la course dans la course, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair. Franchement, je trouve que c'est une folie cette participation de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix. Ça fait parler partout dans le monde et de vélo parce que Tadej Pogacar, c'est quand même la figure de proue du cyclisme. Il va sur une course comme Paris-Roubaix. Enfin, moi, j'ai vu partout dans les médias la question qu'est-ce qu'il peut faire à Paris-Roubaix, c'est l'attraction de Roubaix, etc. Donc, ouais, clairement, ça va amener une excitation en plus à cette course parce que justement, on ne sait pas ce qui. Bon, c'est très bien que il est dans les plus forts du peloton, donc j'ai aucun doute qu'il le sera sur la course. Mais voilà, il y a un peu cette appréhension et puis rien ne l'obligeait à venir sur Roubaix, hein. De base, voilà, il a 3 Ardennaises qu'il va disputer juste après, il aurait pu se reposer pour aller enquiller les Ardennaises, mais non, toujours en recherche de nouveautés, toujours en recherche de nouveaux défis. Il évite aussi, je pense, la lassitude parce que Tadej Pogacar, il écrase un peu toutes les courses auxquelles il participe et là, ça va lui permettre d'aborder une nouvelle course, sans forcément l'étiquette, voilà, de se dire, je suis sur la course, je vais forcément tout écraser. C'est vraiment un nouveau défi et ça fait plaisir, voilà, que le plus grand champion actuel du cyclisme, sûrement le plus grand champion, un des plus grands de l'histoire déjà, aille sur cette course et veuille un peu courir comme on faisait il y a 30 ans, et c'est-à-dire, voilà, on gagnait des grands tours et puis on gagnait aussi potentiellement un Paris-Roubaix comme l'a fait par exemple Bernard Hinault. Donc ouais, je trouve ça génial pour l'excitation qui monte avant ce Paris-Roubaix. Et justement, Pogacar, c'est un peu la curiosité de ce Paris-Roubaix. Est-ce qu'au-delà de la curiosité, un peu l'attraction, est-ce que pour vous, au vu de ce qu'il a démontré sur le Tour des Flandres, c'est plus que jamais le grand favori de cette course? Je serais pas aussi catégorique sur cette édition de Paris-Roubaix. Pour moi, il n'y a pas un gros favori vu ce qu'on a vu sur les dernières semaines. Même si je pense que voilà, il y a peut-être un coureur dont on reparlera tout à l'heure qui se dégage un petit peu et qui est néerlandais. Mais
c'est pas, en fait, Paris-Roubaix, c'est pas le Tour des Flandres non plus. Il y a pas de mont, c'est tout plat. Les pavés, c'est pas du tout les mêmes, ça a rien à voir. Et physiquement, Paris-Roubaix, ça convient à des coureurs qui sont lourds, qui sont massifs, qui passent bien sur les pavés. Et Pogačar, il fait 66 kilos. Van Aert, il en fait plus de 10 de plus. Donc c'est quand même pas les mêmes les mêmes gabarits. Donc le grand favori, non, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit le grand favori parce qu'il y a pas même si c'est Pogačar, c'est Paris-Roubaix. Donc il y a pas de raison qu'il soit le grand favori. Par contre, un des favoris, oui, parce que à partir du moment où il est sur une course, il est là pour gagner et puis il est super fort, il a une bonne équipe, il a une grosse intelligence de course aussi et puis il sait faire mal à ses adversaires quand il faut appuyer fort sur les pédales. Donc ça c'est sûr, mais aussi on sait que c'est des fois pas facile de s'isoler quand on est un favori sur Paris-Roubaix. Donc à quel moment est-ce qu'il va pouvoir sortir un Van der Poel ou un Van Aert de sa roue? Voilà, il y a plein de choses. Autant quand ce sera Liège-Bastogne-Liège, oui, ce sera le gros favori, mais là, non, c'est un des favoris, oui, mais pas au-dessus des autres. Popit, c'est quoi ton avis? Ouais, d'accord. Pour moi, c'est pas le favori de la course, loin de là. Il arrive sans jamais avoir couru dessus à part en junior et puis clairement avec pas du tout le profil du gagnant de Paris-Roubaix, en tout cas du coureur de Paris-Roubaix. Mais voilà, ça reste Pogačar et on ne peut pas en fait l'enlever de cette ligne des favoris. C'est difficile de l'enlever de cette ligne des favoris, mais clairement c'est pas pour moi pour moi il est même pas en fait j'ai du mal à le mettre dans mon top 3 quoi. J'ai du mal à le mettre dans mon top 3 des favoris de la course parce que certes, il a montré beaucoup de facilité sur le Tour des Flandres et limite dès sa première participation. Mais comme Adrien l'a dit, Paris-Roubaix, c'est pas le Tour des Flandres. Les pavés sont complètement différents. Il y a toute une façon de courir qui est complètement différente. Il y a le public qui est au bord de la route. On se souvient l'année dernière, non, il y a 2 ans, pardon, où De Genkolb se fait accrocher, il chute complètement. Ta course peut basculer avec une simple erreur et voilà. Sur une course où tu dois être focus pendant 5-6 heures, bah, la moindre erreur peut être fatale, ça peut être compliqué. Et puis aussi, voilà, physiquement, comment ça va répondre pour Pogačar sur une course comme ça. Voilà, il y a beaucoup de questions pour moi qui restent encore à se poser et auxquelles on aura réponse lors de la course. Mais pour l'instant, voilà, j'ai du mal à le mettre comme grand favori de la course. Ça reste quand même un favori, faut pas non plus plaisanter avec ça. Mais voilà, Pogačar, pour moi, voilà, j'ai du mal à le mettre dans mon top 3 des favoris de la course. Bah, en fait, ouais, c'est compliqué. Là où je pense que quand même Pogačar, il est plus fort que tout le monde, c'est sur l'endurance. On le voit très bien. Plus une course elle est difficile, et plus Tadej Pogačar, lui, il faiblit beaucoup moins que les autres au fur et à mesure de la course. Et ce qui lui permet d'ailleurs hein, sur le round, il fait 4, 5, 6, 7 attaques, et à chaque fois t'as toujours les mecs qui sont pas loin. Et sur la 8e, bah, ils sont tous cramés. Et lui, il a encore des réserves et il arrive à relancer, à creuser des écarts. Et on l'a bien vu sur le Tour des Flandres, notamment cette partie où je me souviens des commentateurs là sur Eurosport qui disaient 13 km vent de face, ça va être très compliqué pour Pogačar. Il avait 25 secondes à la sortie du Paterberg. Sur le plat, ensuite, il en a repris encore une bonne trentaine. Donc, oui, en fait, c'est pas son profil de base, mais Tadej Pogačar, c'est un coureur ultra endurant. Plus les courses sont dures, plus il est fort. Et du coup, bah, Paris-Roubaix, ça reste une course difficile. Donc, ouais, mine de rien, on peut pas du tout l'oublier. Ça doit être quoi sa stratégie pour vous? Est-ce que il doit multiplier, comme il a fait finalement un peu sur le Tour des Flandres, est-ce qu'il doit multiplier les attaques sur chaque secteur pavé pour essayer de fatiguer au maximum ses adversaires et jouer sur ses qualités d'endurance? Est-ce qu'il doit plutôt se cacher? Parce qu'en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que s'il veut gagner, comme sur le Tour des Flandres, il faudra qu'il arrive tout seul. Ouais, ça c'est sûr. Faudra qu'il arrive tout seul, vu le profil des autres favoris, ils sont quand même plus rapides au sprint que lui. Ouais, c'est ça, de voir. Alors, c'est assez compliqué parce que après sur Paris-Roubaix, t'es obligé toi de faire les efforts seul beaucoup, mais
tu peux pas, il peut pas forcément utiliser le punch qu'il a sur un vieux Quarmont pour sortir les coureurs de la roue, mais en même temps il a tout intérêt à ce que ses adversaires soient fatigués. C'est compliqué de faire jouer le jeu d'équipe, et il faudra prendre des risques, mais de toute façon il en prendra des risques, hein. Moi je le vois attaquer très tôt dans la course, justement pour mettre le bazar, pour désorganiser les autres équipes, pour essayer d'affaiblir certains, aussi pour se faciliter la tâche sur les secteurs pavés, pour être moins nombreux, pour qu'il y ait moins de monde autour de lui. Donc moi à mon avis on va le voir à l'avant très très tôt, et faire un petit peu exploser tout. Lui ça va pas lui faire peur que qu'on se lance de très très loin. Donc voilà, moi je pense que sa stratégie sera celle-là, pour anticiper, pour peut-être éviter les problèmes, pour pousser certains adversaires un peu à la faute, les esseler. Mais ouais, la difficulté, c'est que bon, après on sait aussi que c'est un peu une loterie, hein. Paris-Roubaix, il faut arriver à passer sans crevaison, sans chute. Il y a de la réussite, mais voilà, il y a aussi un vrai savoir-faire technique de la part des tout meilleurs. Donc ouais, en tout cas par rapport à sa stratégie, je pense qu'il va faire exploser la course assez tôt. À mon avis, il sera pas du tout attentiste, parce que c'est Pogačar, et qui va pas faire une stratégie. J'essaie d'accrocher Van Der Poel et Van Aert le plus longtemps possible, et puis on verra au carrefour de l'arbre. Non, à mon avis, il va essayer ça, et puis peut-être aussi pourquoi pas. S'il se retrouve dans un gros groupe devant, passer lui-même à l'attaque hors des secteurs pavés, essayer de surprendre un petit peu ses adversaires, hein. Des coureurs comme Sagan l'avait fait, alors qu'il était un des favoris. Il avait attaqué de loin hors d'un secteur pavé, et ça avait un petit peu surpris tout le monde à un moment où il fallait se réorganiser. On sait aussi que Paris-Roubaix, c'est beaucoup ça, c'est des groupes qui se font, qui se défont, les sorties de secteurs pavés, les changements de direction du vent. Donc il connaît très très bien les courses de vélo, et il sent les bons moments aussi. Donc on verra, mais je sens qu'il va être très très actif. Ouais, Poppy, toi aussi, tu sens que on va voir du maillot de champion du monde dans les 3 dernières heures de course. Il attendra pas juste le carrefour de l'Arc pour essayer de lâcher tout le monde. Non, et puis même, je pense que s'il attend le carrefour de l'arbre, ça va être très compliqué pour lui. Après, les opportunités, elles vont beaucoup trop se réduire, et ça sera impossible. Et je pense que sprint, voilà, c'est même pas la peine d'y penser. Donc non, ouais, clairement, le voir actif dès le plus tôt possible. Finalement, je me demande en fait, limite si dès la trouée d'Arambert, il sera pas déjà en train de s'agiter, notre ami Poggi. Et puis après, voilà, voir sur le. C'est compliqué parce que la course peut avoir tellement de. Il peut y avoir tellement de choses. Voilà, on n'est pas sûr encore. On en parlait en off, mais on n'est pas sûr du temps qu'il va faire non plus pendant la course. On n'est pas. Est-ce que les équipiers de Pogačar vont le protéger pour essayer de le mettre sur orbite? Est-ce qu'il va essayer de surprendre tout le monde à attaquer dans un secteur où personne l'attend? Est-ce qu'il va faire une grosse accélération comme s'il faisait un contre-la-montre de 60 bornes? Enfin voilà, il y a beaucoup de scénarios qui s'offrent, mais clairement, ce qui est sûr et ce à quoi il faut s'attendre, c'est que Pogačar, il va clairement être actif tant qu'il le peut, en fait. Tant qu'il n'est pas cramé, je pense qu'il fera tout pour gagner. Alors, il va se faire reprendre, il va réattaquer, il va se mettre dans les roues, il va repartir. Voilà. Pogačar, tant qu'il sera pas complètement cramé, il va tout donner. Et je pense qu'il arrive sur cette course avec cette mentalité-là. En fait, clairement, de se dire, soit je gagne, soit je me crame, quoi. Mais l'idée, c'est pas d'arriver et de faire cinquième au sprint. Je pense vraiment que lui, il veut gagner. Et pour ça, il n'y a pas trop le choix. Après, s'il arrive dans un groupe au sprint, bon, voilà, pas de chance. Il n'aura pas réussi à décrocher tout le monde, tant pis. Mais alors après, Pogačar, hein, ça se trouve, il peut surprendre tout le monde et attaquer à l'entrée du vélodrome. Enfin voilà, on n'en sait rien, vraiment. Il peut se passer beaucoup de choses avec lui, hein, donc, mais ouais, je suis d'accord avec Adri, je le vois très très actif sur la course. Et de toute façon, pour moi, c'est ce qu'il faut qu'il fasse pour aller chercher la victoire. Parce que s'il arrive en groupe, ça va être très compliqué. Ouais, clairement, je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il va multiplier les attaques très très loin de l'arrivée. Il serait bien également amené à lancer un de ses équipiers, pour le coup, cette fois-ci dans l'échappée matinale, parce que je me dis que contrairement au Tour des Flandres où il avait besoin de personne pour faire mal dans les monts,
il serait bien content d'avoir au moins jusqu'à assez loin d'un Nils Politt ou un Florian Vermeersch, notamment pour soit contenir les attaques, soit également attaquer à tour de rôle. Mais lui, en tout cas, je pense qu'il faut qu'il soit très offensif pour gagner. Je pense qu'une attaque sur les pavés, ça fera pas par rapport à des monstres comme Van Der Poel ou Van Aert, ce sera pas suffisant. C'est vraiment sur ses qualités d'endurance et sur la répétition des efforts qu'il peut les avoir. À force d'attaquer, il y en aura peut-être une qui passera. Si par exemple Pogačar il attaque, il prend rapidement 20 mètres parce que derrière ça s'est enterré, je pense qu'on le reverra jamais. Hein. Donc vraiment, ouais, je pense qu'il faut qu'il isole tous ses adversaires et qu'il les soumette à une course d'usure. Et pour moi, il y a un point clé, c'est Mont-Saint-Pével à 45 km de l'arrivée. Pourquoi ? Parce que après la trouée d'Arambert, c'est l'autre secteur qui est vraiment en faux plat montant sur toute sa dernière partie, où là, il peut essayer de faire très très mal à tout le monde. Et puis surtout, Mont-Saint-Pével, on sort du secteur, il y a ce virage, et puis il y a ces 300 mètres en montée, là où Van Der Poel avait porté son attaque effectivement il y a 2 ans. Je pense que c'est un endroit décisif pour Pogačar. S'il a fait très très mal à ses adversaires dans la partie montante de Mont-Saint-Pével et qui sont au supplice, il est capable peut-être avec ses qualités, il a toujours du jus d'en remettre une dans le faux plat montant et de s'isoler soit tout seul, soit peut-être avec un ou deux seuls coureurs. Mais pour moi, c'est après, c'est dans le cas d'une course limpide, hein. Évidemment, il se passera sûrement plein d'aléas, mais moi, je vois vraiment ce secteur clé de la course pour Tadej Pogačar pour essayer de tout faire péter. Je pense que c'est à ce moment-là, parce que derrière, il y a vraiment plus trop de montée en tout cas qui pourrait le favoriser. Donc mais en tout cas ce sera messieurs une grande incertitude et une sacrée curiosité. Et puis comme on s'était dit en fait il a rien à perdre parce que s'il finit sur le podium, on dira déjà waouh, quelle fantastique performance sur ce premier Paris-Roubaix. S'il y est pas, on dira c'est normal, il est trop léger, etc. Donc à part une chute évidemment, ce qui serait quand même fâcheux, il a rien à perdre sur cette course. Ouais, c'est ça. Clairement rien à perdre à part la suite de la saison. Oui, ouais, et puis ça se trouve s'il nous dira peut-être à l'arrivée que c'était, comme il nous avait dit que le Giro était un entraînement pour le Tour de France, il nous dira peut-être que c'était un entraînement pour les Ardennaises qui arrivent la semaine d'après, on sait jamais avec Tadej Pogačar. Mais il va pas être tout seul sur cette course effectivement, et pour le coup il va être confronté à une très très grosse adversité qu'il a maté au Tour des Flandres, mais on l'a dit, Paris-Roubaix c'est pas la même chose. Il y a du sacré bestiaux et des mecs qui sont lourds, qui vont pouvoir utiliser toute leur puissance sur les pavés, et je crois que toi Adri, il y a un mec que tu vois bien aller très très loin et pourquoi pas gagner ce Paris-Roubaix. Ouais, ma bête à moi elle fait 83 kilos, donc un petit peu plus que Pogačar quand même, 1m93. Il est italien, c'est Filippo Ganna. Filippo Ganna, j'ai vraiment été impressionné par son début de saison. On le sait très 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 fort, hein, le spécialiste de l'effort solitaire. Et puis depuis ce Milan-San Remo 2023, là, il s'est mis à être performant sur les monuments. Il avait enchaîné avec un très bon Paris-Roubaix où il avait terminé 6e quelques semaines plus tard. Et là vraiment je trouve qu'il a vraiment activé une transformation de coureur de classique, et notamment en termes d'endurance. Il a aussi une très très bonne explosivité, hein. Au sprint, il est quand même rapide. On l'a vu cette année sur Milan-San Remo, même si Van Der Poel était largement au-dessus. Sa capacité à résister à des coureurs comme Van Der Poel et Pogačar dans la Cipressa par exemple, pour moi c'est hyper impressionnant parce que c'est pas forcément il a pas un profil de coureur à l'aise dans les monts. Là, ça tombe bien, il y en a pas du tout. Il faut beaucoup de puissance sur les pavés. Filippo Ganna, il en a. Et puis, ces secteurs pavés de 2-3 km, là, en termes de temps d'effort, c'est à peu près des efforts de poursuiteurs. Ça a été un très très grand spécialiste de la poursuite, Ganna. Et physiologiquement, c'est le genre d'effort qui lui correspond bien. Donc, je pense qu'il va être vraiment à son aise, et après il faudra forcément sur Paris-Roubaix avoir la réussite qu'il faut, mais là quand je vois le Tour des Flandres qui fait, alors il termine 8e, c'est lui qui règle le sprint, hein. Ils sont je crois 40 coureurs à arriver pour cette 8e place. C'est lui qui remporte le sprint, donc c'est aussi très significatif de son niveau de fraîcheur après une course comme ça. Ça c'est vraiment quelque chose où il a vraiment progressé ces dernières années et où il est maintenant très très fort, et ça fait partie des tout meilleurs du monde. Donc voilà, sachant que
je pense pas que le Tour des Flandres corresponde vraiment à ses qualités, mais Paris-Roubaix, oui, clairement. C'est une course qu'il a ciblée également, et pourquoi pas. On sait qu'il y a des moments un peu tactiques qui peuvent décider de la course sur Roubaix, et le fait que ça soit qui est Van Der Poel, qui est Pogačar, qui est Van Aert, on en reparlera aussi tout à l'heure, qui après son beau Tour des Flandres apporte aussi quelques garanties pour Roubaix. Et ça, pour moi, ça en fait un des favoris légitimement. Et ouais, alors et même il a aussi une bonne pointe de vitesse, donc il est même pas obligé d'arriver tout seul. Le vélodrome, c'est quelque chose qu'il connaît, hein, le vélodrome, il y en a. Donc voilà, j'avais envie aussi je crois, pour parler un petit peu, mettre un autre coureur en avant que les plus traditionnels dont on a l'habitude de parler. Voilà ma cote pour dimanche. Poppy, est-ce qu'Adri t'a convaincu? Moi j'aime bien, oui, je suis clairement d'accord avec ce qu'a dit Adri. Philippe Ogana qui se réinvente un peu en Classic Man, il a montré une endurance vraiment pardon, une endurance vraiment sympa enfin sympa. En tout cas très intéressante sur ce Tour des Flandres, puisque ouais, tu l'as dit Adri, il règle le sprint à la fin après avoir surtout encaissé le Tour des Flandres déjà de une, mais surtout d'avoir été à l'avant aussi parce qu'il a été dans un groupe de contre, et derrière il a quand même essayé de suivre le rythme des meilleurs. Donc il connaît aussi parfaitement, je pense, ses limites et ses capacités dans ce genre de course. Ce qui donne un très gros avantage en fait, ce qui lui permet en fait de carrément se jauger, donc ça c'est une très belle chose. En cas d'arrivée au sprint, Philippe Ogana n'est pas à mettre de côté, surtout qu'en plus avec cette arrivée au Vélodrome, en tant qu'aussi son âme de pistard qui pourrait revenir, ça en fait un concurrent très intéressant. Après, j'ai quand même un petit peu peur pour Ghana. Voilà, qui a quand même fait Milan-San Remo, qui vient de s'aligner sur le Tour des Flandres, là qui repart sur Paris-Roubaix. Voilà, c'est un enchaînement. Alors, il n'est pas le seul à faire cet enchaînement-là, bien sûr. Il y en a quand même d'autres. Mais voilà, c'est quand même arrivé à son troisième monument de la saison, avec aussi le fait d'avoir fait Tirreno. Voilà, ça commence à faire pas mal de courses assez intenses pour Pipo Ganna. Donc voilà, à voir son état de fraîcheur sur Paris-Roubaix. Mais c'est clair que si les jambes sont là et que le corps répond bien, il faudra compter sur lui. Grosse cote quand même. Voilà, grosse cote. Je le mettrai pas au même niveau que d'autres gars dont on parlera plus tard. Mais quand même grosse cote. C'est-à-dire que voilà, si Ghana est dans le groupe de tête, voilà, c'est très très bon rouleur. Grosse endurance, gabarit parfait pour cette course-là. Ouais, clairement Ghana ça peut être la grosse cote. Tu vois, si dans le groupe des favoris à la fin. Il est pas du tout dernier des favoris pour moi, mais dans le cadre de la course en entier, pour moi, il fait pas partie du top 3 non plus des gros favoris. Ouais, Philippe Ogana, ça va être quand même très intéressant, je pense, de le voir sur la course, parce que Tour des Flandres, c'est pas forcément un profil qui lui correspond. Là où Paris-Roubaix, je pense que ça lui correspondra beaucoup plus. Ouais, merci beaucoup Adri pour nous avoir présenté Ghana. Je suis désolé, j'y crois pas une seule seconde, voilà. Mais merci, voilà. Non, mais je doute un peu déjà de son état de forme après on sait que son grand objectif du début d'année, c'était quand même Milan-San Remo. Je pense qu'il a mis 100% de son pic de forme dessus. Il a quand même fait la semaine à bloc sur Tirreno. Je le sens un chouïa, même s'il est très fort sur son excellent niveau. Je le sens un chouïa sur la pente descendante, et même si Roubaix lui va bien. Déjà, il faut un Roubaix quand même sec, parce que je trouve que c'est quand même pas un très très gros technicien. Il n'a pas beaucoup d'expérience des pavés. Bon, ça devrait être le cas, mais s'il pleut un peu, ça pourrait quand même le gêner. Et voilà, ce peut-être un peu manque de technique sera pas compensé par la puissance, et je pense que de toute façon, sur une course vraiment qui risque de partir de très loin à l'usure lancée par les fous furieux qu'on connaît actuellement, j'ai un petit peu peur pour Philippe Ogana. Par contre, je serais super content qu'il s'impose, parce que j'adore ce coureur, mais c'est clair que de mon côté, j'y crois pas beaucoup. Poppy, toi aussi, t'as un sacré guerrier à nous présenter, et ça y est, pour toi, ce serait un vainqueur inédit cette année sur Paris-Roubaix. Ouais, clairement, voilà, moi j'ai choisi l'un des coureurs qui m'a le plus impressionné sur le Tour des Flandres, Mats Pedersen, qui a fini quand même deuxième du Ronde.
en réglant le sprint devant des cadors. Pourquoi Mats Pedersen? Alors déjà, je l'ai trouvé très très fort sur les parties roulantes du Tour des Flandres. Voilà, je l'ai trouvé très 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 costaud. Gros rouleur, Mats Pedersen, il faut pas non plus l'oublier. Gros sprinter, donc aussi une case qu'on peut lui cocher. Quand même en recherche. Il est quand même en recherche, je pense, de victoire sur un monument, Mats Pedersen. Alors, il est passé un peu à côté sur Milan-San Remo. Le Ronde lui échappe parce que Pogacar était présent. Donc, clairement, Mats Pedersen, il fait une très bonne saison de classique, mine de rien. Il est vainqueur de Gand-Wevelgem aussi. Deuxième de l'E3. Voilà, il répond présent sur ces courses-là. Les courses pavées, ça lui correspond parfaitement. Le gabarit, il est là. Il a l'air quand même bien en forme, même si je pense qu'il s'est bien fait mal sur le Tour des Flandres. Donc c'est un peu le côté où j'aurais peur. Mais voilà, Paris-Roubaix est une course qui est quand même plus adaptée à Mats Pedersen. Je l'ai trouvé très très fort dans les parties roulantes, encore une fois, je le dis, sur le Ronde. Ce qui me rassure beaucoup à l'approche de Paris-Roubaix. Et puis même, en fait, il y a aussi une autre partie de Mats Pedersen qui me donne envie d'y croire, c'est son équipe. Son équipe a fait un travail remarquable sur le Ronde. C'est des spécialistes de ce genre de course aussi. Les courses endurantes pour Mats Pedersen, c'est pas un souci. Si le climat devient un peu cataclysmique, c'est pas non plus un problème pour Mats Pedersen. Clairement, on se souvient de son titre de champion du monde dans des conditions abominables. Voilà, donc c'est beaucoup de critères en fait qui font monter Mats Pedersen d'un cran. Et puis voilà, cette fin de victoire, cette fin de vouloir accrocher un monument, bah moi ça me fait dire que Mats Pedersen, bah, il est peut-être là sur la bonne voie pour aller chercher Paris-Roubaix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment Mats Pedersen, ouais, j'y crois beaucoup. Adri? Oui, bah Pedersen, vous savez, je le présente souvent en tant que favori, Pedersen, donc oui, forcément, je l'aime bien. Après, moi, je pense quand même que le Tour des Flandres lui convient mieux que Paris-Roubaix. Même s'il est très très puissant, c'est pas forcément un des gabarits les plus lourds et les monts flandriens, c'est un peu mieux pour lui. Après, c'est sûr qu'il est hyper en forme. De toute façon, oui, il s'est mis la misère sur le Tour des Flandres, mais tous ceux qui seront là dimanche, ils se sont mis la misère il y a quelques jours. Donc ça, je pense que ça va pas changer grand chose, sachant que lui il est habitué à courir beaucoup, il récupère plutôt bien et ouais, clairement c'est pas du tout à écarter, mais ouais, à voir comment il arriverait à sortir un petit peu de tous ses favoris. Je pense qu'il y a une course d'équipe intéressante à faire avec Stuyven. Plutôt, j'ai vu qu'il y avait Jonathan Milan aussi au départ, mais bon, le problème c'est que pour Jonathan Milan, dès que ça dépasse 200 km, c'est un peu plus compliqué. Oui, voilà. Mais effectivement, l'équipe est intéressante. Pedersen, s'il gagne un jour un monument, je serais tellement content pour lui parce que il tourne quand même autour depuis un paquet d'années. Il nous a égalé son meilleur résultat. Il a quand même fait sur deux fois deuxième et une fois troisième du Tour des Flandres. À Roubaix, il a déjà fait 3, 4 et c'est tout parce que sinon voilà, pareil, Milan-San Remo, il tourne autour, mais j'ai encore peur qu'il lui manque quelque chose et qu'il tombe sur un os, sur un coureur plus fort que lui, ou qu'il y a un truc dans la course qui aille pas dans son sens. Donc ouais, je sais pas, d'habitude j'y crois et puis il se passe il arrive pas à mettre au fond, donc on va espérer pour lui que là j'y crois un petit peu moins et puis que ça lui fasse une belle surprise à l'arrivée. Ouais, moi aussi, je pense que je te suis parfaitement, Adri. Ce serait tellement beau qu'il gagne, mais je pense que le Ronde lui convient mieux, malgré ce qu'on entend, ce qu'on lit. Roubaix, Pedersen, mais Pedersen, c'est un mec hyper endurant qui passe très très bien les bosses, et je pense que le Ronde, il a toujours fait d'excellents résultats sur le Ronde. Roubaix, il a quand même, j'ai pas de souvenir de Pedersen qui est vraiment. Alors l'année dernière, il fait 3e, il est sur le podium.
mais il est très très loin de la victoire à 3 minutes quand même, c'est énorme. Donc il a jamais vraiment brillé sur cette course. Il est au niveau de Ganna et de Kung il y a 2 ans, donc il sera là. Pedersen, c'est le mec, t'es sûr qu'il sera là. Il sera sûrement dans les 5 premiers. Est-ce qu'il gagnera? Eh ben non, je vais pas dire j'y crois pas une seconde comme Ganna, mais j'y crois un peu plus que Ganna, mais j'y crois pas beaucoup parce que les gars, je vais vous parler quand même. J'ai un peu triché, j'ai pris deux mecs, mais ça va ensemble. J'ai quand même pris l'hydra de tête d'Alpecin quand t'as le double vainqueur sortant et celui qui a fait deuxième des 2 dernières éditions, à savoir Mathieu Van Der Poel, probablement le meilleur du monde sur les pavés, meilleur technicien, et puis qu'à côté t'as sûrement le mec qui passe le mieux les pavés parmi tous les outsiders, et surtout qui a largement la plus grosse pointe de vitesse. J'ai du mal à voir comment les adversaires vont pouvoir manœuvrer finalement contre cette équipe Alpecin. Van Der Poel, j'ai l'impression qu'il peut descendre dans les côtes parce qu'il a déçu sur le Tour des Flandres. Il s'est cramé, c'est sûr, en essayant de battre Tadej Pogačar. Il y a eu quand même cette chute. Ça reste quand même sur les pavés de Roubaix depuis 2 ans, un mec qui est quand même très très fort. Alors il bénéficie certes de la crevaison de Wout van Aert il y a 2 ans, mais il était quand même, c'est lui qui avait dynamité la course. Il faisait péter la course tout le temps. Sur les pavés, on se voit très bien dès qu'il y a un virage sur les pavés, il prend 10 mètres à tout le monde. L'année dernière, il faut pas oublier cette démonstration. 3 minutes il a mis à ses adversaires. Alors certes, Van Aert n'était pas là, Stuyven n'était pas là, mais derrière quand même il y avait du monde. Enfin, c'était une démonstration qu'on a eu l'année dernière. Donc pour moi, ça reste le grand favori de par sa puissance sur le plat, son habileté sur les pavés, et puis malgré tout le niveau incroyable qu'il a, hein, même s'il a pas gagné le Tour des Flandres, il était quand même très très fort. Il a perdu surtout en essayant il s'est un peu brûlé les ailes face à un coureur qui est juste encore trop fort. Donc voilà, Mathieu Van Der Poel, pour moi, il s'avance comme les favoris, et puis surtout, il y a un backup quand même incroyable avec Jasper Philipsen. Si Van Der Poel, il voit qu'il peut pas jouer sa carte, et on a eu finalement un niveau qui était serré la semaine dernière sur le Tour des Flandres, puisque derrière Van Der Poel, on a 4 mecs qui ont pas réussi à se départager. Derrière Pogačar, il sera sûrement moins fort, en tout cas moins à son aise sur Roubaix que sur le Ronde. Donc finalement, il y a peut-être pas de coureur qui va se dégager à ce jeu-là. Mathieu Van Der Poel pourrait se retrouver rapidement dans le final à faire l'équipier pour un Jasper Philipsen qui est quand même montré sur les dernières éditions qu'il était difficilement lâchable sur les pavés. Donc j'ai du mal à voir un scénario finalement où l'équipe Alpecin ne gagne pas ce Paris-Roubaix. Alors évidemment, il y en a avec des crevaisons, des chutes, etc. Mais dans un scénario plutôt limpide, il va falloir quand même qu'un coureur soit vraiment plus fort qu'eux ou arrive à s'isoler pour les battre. Et moi, à ce compte-là, j'ai envie quand même de parier sur Jasper Philipsen en cas vraiment de regroupement ou sur un round vraiment serré où aucun des favoris n'arrive à s'échapper. Je pense que il peut être là dans le final, et s'il est à même un Mats Pedersen, il a une pointe de vitesse inférieure. Donc j'ai bien envie de miser sur Alpecin et peut-être cette année encore plus sur Jasper Philipsen. Que d'ailleurs tout le monde a oublié puisqu'il a pas fait le Tour des Flandres, et tout le monde parle de ceux qui ont brillé sur les Flandres, mais il arrive un peu masqué et je pense que ça lui fera pas de mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Je pense déjà que après, je pense que Van Der Poel, il a quand même envie de battre Pogačar. Donc là, clairement, il va avoir un sentiment de revanche parce que Pogačar est allé le rebattre sur son terrain des Flandres. Voilà, va falloir il était tombé au Tour des Flandres, mais après, Van Der Poel était très très mal placé au pied du vieux Quarmont quand Pogačar a attaqué pour la première fois. Ça lui a coûté énormément d'énergie. Faudra qu'il gère, je pense, beaucoup mieux ses efforts que d'habitude, parce que Pogačar, ça répartira aussi un petit peu la course, mais ouais, je te rejoins assez sur le fait qu'à un moment, s'il y a un marquage ou s'ils n'arrivent pas à se départager, Van Der Poel, il pourra dire, attends, moi, en fait, là, je vais rouler pour Philipsen, et puis voilà, Van Der Poel, l'avantage qu'il a là sur cette course, c'est qu'il a déjà, c'est le double tenant du titre. Ses adversaires principaux, ils l'ont jamais gagné. Donc là, il aura pas cette pression-là, et en plus, il peut faire gagner un de ses coéquipiers qui a fait 2 fois deuxième les 2 dernières années. Donc ouais, voilà, je te rejoins assez. C'est sûr qu'ils vont être très difficiles à bousculer, un fonctionnement en duo, et puis on sait
qui peuvent au fur et à mesure de la course, en fonction de ce qui se passe, s'arranger facilement. Et voilà. Donc je crois que c'est l'année dernière où il y a 2 ans, je sais plus, où Philipsen crève et Van Der Poel du coup temporise un peu. Enfin voilà, ça aura une influence aussi énormément sur la course. Poppy? Mais moi j'ai un problème avec Philipsen, c'est que je le trouve beaucoup moins en forme déjà cette saison et il me rassure pas vraiment en fait. Il est pas aussi fort qu'avant sur les sprints. Je trouve qu'il manque un peu de confiance. Il est en manque de résultats aussi. J'ai du mal à voir en fait Philipsen avoir une carte pour aller chercher la victoire sur Paris-Roubaix, en sachant que en plus Van Der Poel est dans l'équipe. Alors oui, il y a ce côté, s'ils n'arrivent pas à se départager et que ça arrive au sprint, clairement il y a la carte Philipsen, mais j'ai l'impression que Philipsen sur ce Paris-Roubaix, il sera plus utilisé à bon escient pour Van Der Poel. Et notamment, je le vois bien essayer d'amener un groupe de contre ou essayer de partir du groupe dans lequel est son coéquipier, et où on pourrait retrouver genre des Pogacar, Van Aert, Pedersen, etc. Je le vois plus dans ce rôle-là, et limite, limite, franchement, je me demande si en fait il peut pas être dans l'échappée matinale, quoi. Genre, j'arrive pas du tout à croire en la carte Philipsen vainqueur, mais j'ai beaucoup plus de facilité à croire en cette carte Philipsen animateur de la course pour son coéquipier Van Der Poel. Bah, si l'occasion s'offre, parce que derrière ça réagit pas du tout, bah Philipsen vainqueur, mais j'y crois vraiment vraiment pas du tout. Je le vois vraiment plutôt en animateur de la course pour justement essayer d'animer tout ça, parce que mine de rien, bah si les DS balancent l'info que Philipsen est devant, oui, ça va faire un petit peu tendre tout le monde, mais voilà, Philipsen m'a pas rassuré sur ce début de saison malheureusement. Et pour moi, c'est difficile de le voir en potentiel vainqueur de Paris-Roubaix cette année. Très bien. Et bah pour un dernier coureur dont il faut absolument qu'on parle quand même pour en dernière partie d'émission. Forcément, les gars, vous savez de qui je vais parler. C'est Wout van Aert. Wout van Aert. On a douté, et pardon Wood, parce que moi j'ai pas vraiment cru en toi, et franchement c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup à se dire que Van Aert pouvait briller sur le Tour des Flandres, et il fait une magnifique course finalement. Il a parfaitement géré ses efforts, il a tamponné au bon moment, et il aurait mérité le podium. Malheureusement il finit 4e. C'est souvent l'histoire avec Wout van Aert, mais voilà, en tout cas il a beaucoup rassuré sur ce Tour des Flandres. Il a été à un niveau nettement supérieur à celui sur lequel il était rien que sur le début de saison, sur le 3, sur à travers la Flandre. Donc on a retrouvé un excellent Wout van Aert. Il fera c'est sûr partie des grands favoris de ce Paris-Roubaix. Malgré tout, je vois qu'aucun de nous l'a pris en tant que favori. Wout van Aert, est-ce que c'est pas un peu quand même mission impossible pour lui de gagner ce Paris-Roubaix? Dans quel scénario il peut l'emporter, à part tout simplement celui d'être le plus fort? On a bien vu que il est très très bon. Malheureusement, est-ce qu'on imagine Wout van Aert pouvoir lâcher tout le monde? Je sais pas, moi non en tout cas. Derrière, il aura une équipe beaucoup moins forte, hein. On a vu qu'il avait pu sauter pas mal de relais sur une grande partie du round parce qu'il avait Jorgensen et Benoît. Ces deux-là, ils seront pas là. Il aura une équipe beaucoup plus faible sur ce Paris-Roubaix. Et puis deuxièmement, sa pointe de vitesse, on voit que c'est plus la même qu'il avait les années passées. Et face à des mecs comme Van Der Poel, Philipsen, Pedersen, etc. Et en fait, j'ai l'impression que la seule façon de gagner pour Van Aert, c'est vraiment d'arriver tout seul, de lâcher tout le monde à la pédale. Et pour autant, est-ce que c'est pas un coureur qui est trop visible pour être pas assez marqué et pour pouvoir partir? Je sais pas. Est-ce que pour vous c'est mission impossible, ou est-ce que pour vous vous voyez quand même potentiellement Van Aert pouvoir s'imposer dimanche sur le Vélodrome? C'est pas impossible parce que ça reste Paris-Roubaix. Il y a tellement d'aléas et de faits de course qui peuvent bénéficier aux uns et puis faire perdre de précieuses minutes, voire carrément la course à d'autres, que on peut pas dire que c'est impossible. Après, c'est sûr que s'il est dans un scénario de course où ça se joue à la pédale, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait lâcher des coureurs qui on l'a vu depuis le début de la saison, sont bien plus forts que lui. Et alors oui, Van Aert il est revenu en forme sur le Tour des Flandres, mais on a vu qu'il n'était pas non plus au niveau de Van Der Poel et Pogacar dès qu'il fallait vraiment visser et rouler très très fort. Mais il aura quand même, ça reste Van Aert, donc du coup
enfin, s'il attaque dans Mont-Saint-Pével, ils vont pas le laisser sortir. Donc, ouais, il est un peu coincé par rapport à ça, c'est sûr. Après, voilà, ça reste une course de vélo. Je pense qu'il a très bien préparé son affaire. Ça lui convient mieux que le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Hein, je pense ça fait un petit moment qu'on en parle ici, hein, que pour le Tour, qu'il a un profil qui correspond mieux à Roubaix qu'aux Flandres. Donc voilà, clairement c'est une occasion de plus. Il est habitué au podium, mais bon. Là, pour le coup, la participation de Pogačar risque pas de l'avantager parce que Pogačar il va foutre le feu hyper tôt à la course, et puis on sait que voilà, Van Aert, plus ça va et plus il essaie de rester planqué le plus longtemps possible pour porter l'attaque qu'il faut. Je pense aussi parce qu'il sent qu'il est un peu moins fort que les tout meilleurs. Ça va être compliqué, mais en tout cas, son retour à l'avant là, la semaine dernière, ouais, ça peut lui permettre d'y croire. Ouais. Poppy, toi, t'y crois aux missions impossibles aussi pour Wout? Bah, c'est difficile d'y croire. Il est quand même un cran en dessous, je trouve. Mais ce qu'il a démontré sur le round, en étant en position un peu de faiblesse vis-à-vis de ses derniers résultats, bah, ça m'a beaucoup fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir pas retrouvé du tout le Wout van Aert d'avant, ultra dominant, etc. Mais d'avoir trouvé un Wout van Aert en fait qui essaye, qui ose et qui a pu forcément cette pression du résultat. Et je trouve que si Wout van Aert court sans cette pression pendant Paris-Roubaix, ça peut avoir des conséquences assez intéressantes. C'est clair qu'avec la présence de Pogačar, Diri, tu l'as dit, hein, ça peut être un peu casse-course pour lui. Mais voilà, il a démontré que pour rouler, il était très bon. Il faut aussi rappeler que c'est lui qui emmène, finalement, c'est lui qui emmène Van Der Poel dans le jeu Quarmont quand Pogačar attaque. Donc, et ça veut dire il est quand même clairement en forme. J'ai l'impression qu'il a bien sorti la course aussi récemment. Donc, le voir en tant que gagnant, c'est difficile parce que voilà, c'est horrible, hein, mais c'est Wout van Aert. Donc, c'est très difficile de le voir gagnant sur une course comme ça avec cette concurrence-là. Il y a des mecs meilleurs au sprint, il y a des mecs qui ont l'air plus en forme, il y a des mecs qui ont l'air plus allés sur les pavés que lui. Il est face à ses bêtes noires aussi, donc on verra. Mais dans tous les cas, je trouve qu'il s'est bien remis d'un début de saison compliqué. Il arrive dans des dispositions qui sont peut-être qui sont pour moi les plus idéales au vu de son début de saison. Il arrive, je pense, peut-être serein, rassuré aussi. Et ça va lui permettre d'aborder Paris-Roubaix d'une manière où il va pouvoir, je pense, se faire plaisir et courir un petit peu, oui, sans cette pression du résultat et en s'écartant un peu de cette case d'archi favori dans laquelle il aurait pu être avant. Je pense qu'il est quand même un cran en dessous que voilà, je pense Van Der Poel, Pedersen, etc. Je le placerai quand même un petit cran en dessous, mais très léger. Mais en tout cas, faut pas qu'il s'attarde sur cette pancarte de favori et plutôt qu'il court la course comme il le sent. Mais ouais, franchement, Van Aert, bah, ça peut jouer, faudra faire attention. Mais s'il est dans les mêmes dispositions que autour des Flandres, ça peut être très intéressant de voir ce que peut faire Wout van Aert. Et n'empêche que ça commence à remonter, hein, sa dernière grande victoire à Van Aert. Bah ouais. C'est le 3 en 2023 quand il bat Van Der Poel et Pogačar au sprint. Mais depuis, il n'a pas remporté de gros succès. Donc là, plus de 2 ans pour un coureur comme ça. Ouais, après, il y a eu cette chute sur la Vuelta remonte, hein. aussi l'année passée. Il y a eu beaucoup de choses Ouais, mais circonstances atténuantes, tu vois. oui, bah, d'accord. Mais ça n'empêche, ça fait 2 ans qu'il n'a pas gagné une grosse course. Ouais, c'est sûr. Bah moi, au fond de moi, j'espère qu'on aura j'aimerais bien un finish, mine de rien, Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel sur le Vélodrome, comme le sprint qu'on avait eu en 2020 sur le Ronde. Ce serait beau, peut-être pourquoi pas cette fois-ci à l'avantage de Van Aert, mais ce serait beau quand même s'il arrivait enfin à soulever ce pavé, parce que ça fait tellement longtemps qu'on lui promet. Voilà, en tout cas, c'est sûr qu'on le verra à l'avant, Wout van Aert, et on l'espère épargné, surtout par les pépins qui l'ont souvent accablé sur cette course. Il nous reste juste quelques minutes. Je vous propose de les conclure avec les traditionnels Fire Bullet, parce que il y a pas que 5 coureurs en course, hein, il y en aura quand même 180 qui seront au départ, donc il y a pas mal de coureurs dont on va parler. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ready. Alors, ma première question, c'est est-ce que l'échappée matinale mettra plus de 50 km à se créer? Oui. Alors, je vais dire non. Allez.
Vando, ça va partir toute blinde et ça va rouler très très vite. Très bien. Est-ce que Alexis Brunel sera le premier attaquant de ce Paris-Roubaix? Non. Bah ouais, franchement, il y a moyen. Hein. Moi, j'aime bien plutôt genre un mec comme, tu vois, je sais pas, Amaury Capio ou tu vois des mecs comme ça. Bah écoute, je pense que tous Pierre ces Gautra, mecs-là, par exemple. ils attaqueront Non, en tout Gautra, cas. il va attendre. Et On verra. c'est ma question d'après. Est-ce que dans les 15 premiers de ce Paris-Roubaix, on retrouvera au moins un mec de l'échappée matinale? Non. Non, je pense pas. Donc une année où l'échappée, malheureusement, n'a Ouais. pas de Johan van Sumeren cette année. Non, ils vont embrayer trop tôt derrière. Très bien, très bien. Est-ce que Jonathan Milan sera dans cette échappée? Wow. Il y a peut-être tout intérêt. Hein. Ah ouais, j'ai envie de dire oui. Ouais, non alors. Très On va se bien. montrer à chaque fois. Est-ce qu'on aura un Movistar dans le top 30 de ce Paris-Roubaix? Top 30. Qui Oui. c'est qu'il y a là chez Movistar Non. Très bien, très bien. Donc un Movistar dans le Garcia top 30. Cortina, pour- quand Ah même. si, Garcia Cortina. Ça Garcia arrive. Cortina, il va aller choper la 29e là. Bon, bah vous le savez, hein, il y a toujours un Astana dans les 10 premiers de chaque course depuis le début de l'année. Cette année, ce sera Yevgeny Fedorov qui sera dans le top 10 de ce Paris-Roubaix. Et franchement, j'ai envie de dire oui. Hein. Non, Fedorov, 27e ce sera sur le Mike round d'été. Tennyson. Ah, Mike Ce Tennyson. sera très bien. Mike Tennyson. Ouais, c'était moins Mike Tyson exotique, sur un Mike groupe au Tennyson. sprint, Ah oui, c'est moins exotique, mais c'est peut-être un peu plus probable. mais Fedorov, il a fait 14e l'année dernière. Ah, c'est vrai, on en avait parlé en plus il y a pas longtemps. Très bien. Dylan Van Baarle, tiens, un ancien vainqueur. Est-ce qu'on le verra pendant la course? On le verra au départ en interview, je pense. Et après, bien caché dans le peloton. Ah, elle est compliquée sa saison. Hein. Puis même l'année dernière, ouais, non, c'est compliqué Il est un peu inexistant là. pour Van Baarle. Ouais. Est-ce que Michael Bjerg fera plus de 100 km en tête de peloton? Il y a des Hippolyte quand même, attention. Hein. Ah, il va peut-être partager les relais avec Molano. Ouais, Ah, je pense pas qu'il fera 100 bandes quand même tout seul. À Bjerg, en tout cas, on a vu beaucoup lui hein, sur le Tour des Flandres. Il était à l'avant. Hein. Attends, c'était un peu le seul qui était dispo, j'ai l'impression. Hein. Nouvelle question. Riley Sheehan, je sais pas si vous vous souvenez de ce nom, il avait gagné Paris-Tour à la surprise vainqueur de générale. Paris-Tour. Il sera dans le top 10 de ce Tour des Flandres. De ce Paris-Roubaix, pardon. Bon, non. Non, trop tendre et sur les monuments, c'est un peu compliqué. Alors, par contre, là, j'ai une petite cote pour vous. Il y a un mec de l'équipe Unibet TT Maroquette qu'on voit beaucoup depuis le début de l'année, c'est Lucas Koubis. Est-ce qu'il peut faire top 10 sur ce Paris-Roubaix? Entre gagner Cholet Pays de Loire et puis faire top 10 à Roubaix, non, je pense qu'il y a un monde. Là, il y a un mec comme Siskevicius qui a fait top 10 de Roubaix une année. Hein. Ouais, Après, il a fait des top 10 sur l'Omloop et sur On se Kurn souvient aussi, de hein. Sylvain Dillier qui a failli gagner Roubaix en 2018. Et Mathieu Eman a c'est- gagné mais Paris-Roubaix. c'est ce qui est beau avec Roubaix, mais c'est un nom qu'on n'aura pas anticipé, quoi. Tout à fait. Je Alors, vois par mal, contre, il y a un ouais. gars dont il faut qu'on parle. Est-ce que vous considérez que jusqu'à maintenant, Laurens Pitty a raté sa campagne de classique? Raté. Tu nous en avais parlé, Vas-y. Poppy, dans l'émission de prédiction. Hein. Disons que c'est Ouais, beaucoup mais- moins bon que l'année dernière, quoi. Enfin, En fait, il beaucoup moins rate pas, bon. mais il est pas dans les attentes, quoi. Après, si tu regardes l'année dernière, il est là, on le voit, mais en termes de résultats, c'est pas ouf. Mais on le voit. Et il fait 7ème à Roubaix. Ouais, Mais mais jusqu'à Roubaix, il a pas trop de résultats. Est-ce qu'il Il fait valait mieux 7ème à Roubaix. Est-ce qu'il faut mieux faire 11e des Flandres qu'on ne voit pas comme cette année ou qu'on ne voit énormément comme l'année dernière et de faire 30e derrière? Je sais pas. Maintenant qu'il a un contrat avec Red Bull, c'est bon. Ouais. En tout cas, est-ce que Red Bull va lui donner des ailes et il fera enfin un top 10 sur une Flandrienne cette année? Ouais, franchement, ça peut. Et puis lui, pour le coup, il pourra, il aura de la liberté, contrairement à d'autres. Oui, ça c'est vrai. Par contre, c'est clair que avec l'équipe qui est autour de lui, je pense qu'il aura moyen de faire des choses pour Laurens Pitty, mais top 10, j'ai du mal en fait.
Ah bah, Quoique, ça peut être la grosse cote. On verra. Qui sera le meilleur français de ce Paris-Roubaix? Faut creuser. En vrai, moi, Van je Der pense- Poel, il est un peu français, non? Ouais, un peu. Pierre Gautra. Ouais. Moi, peut-être Hugo Page, sinon. Hein. Ça peut... Ou Alexis J'aurais dû Renard. dire Hugo c'est- Page aussi, ouais. Alexis Aussi, Renard aussi, qui est plutôt pas mal sur. Qu'on avait vu d'ailleurs à Turgis. l'attaque. Hein. Turgis. Ouais, Turgis aussi, mais bon, mais Turgis, un peu moins ouais. fort sur les pavés depuis quelques Après, années. Bah ouais, bon. ouais. Tu sais, il Attention, sort des perfs, des fois, tu t'y attends Ouais. pas. Hein. attention, j'ai une grosse cote. Un mec qui avait fait top 10 l'année dernière, il me semble, Soren Varenschold. Il sera dans les 5 Ah oui. premiers de ce Paris-Roubaix. Il avait fait 9ème, je crois. 5 premiers? Non. Les 5 premiers, Vainqueur on les du connaît. je Newsblad pense. cette année, il me semble. Il a gagné le Newsblad, ouais. Après, mais il a rien fait c'était derrière, arrivé au sprint et tout. Après, il a le profil, lui. Hein. Je crois qu'il fait plus de 90 kilos. Ouais. Donc, Un ouais. mastodonte. En tout cas, pour lui, c'est sa course d'un jour. Très bien. Ouais, La dernière non. question, Top 5, c'est chaud quand même. on verra. On verra en tout cas. Il reste sur 3 abandons quand même. Ouais. Joshua Tarling, est-ce que cette année, il sera également disqualifié pour s'être accroché à sa voiture? Merci de nous rappeler cet épisode. Bon, J'avais oublié, mais oui. s'il a appris de ses erreurs, non. Et Surtout qu'il peut être très bon sur cette course. Voilà, c'était ma question d'après. Est-ce qu'il peut aller chercher un top 10, top 15? Ça dépend jeune, de Ghana. un 21 peu. ans. Hein. Après, il peut rester dans le groupe où il y a Ghana, rester dans la roue et être en mode, bah moi je suis là, je suis en touriste, tant que ça tient, je tiens. Et aller chercher le top 15 comme ça. Donc clairement, ouais, ça peut s'envisager. Ça dépend de la stratégie d'équipe, ouais. Eh ben, on verra tout ça. Et puis, dernière question, les gars. Je veux votre podium pour ce Paris-Roubaix. Ah. Là, voilà. Adrien, toi qui commence. Hein. C'est moi qui commence. Bon, j'ai dit que Ghana était le favori, mais c'est pas lui qui va gagner. Spoiler. Non, si, je suis obligé du coup. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais si quand même, faut qu'il y ait une suite logique dans cette émission. Donc Ghana vainqueur, deuxième Van Aert et troisième Pogacar, parce qu'une fois que Van Der Poel aura compris qu'il peut pas gagner parce que Ghana est trop fort, il va lâcher le morceau. Très bien. Et Poppy? Pedersen, Van Der Poel, Van Aert. Très bien. Et puis, de mon côté, pour moi, ils seront 5, un groupe de 5-6 à l'arrivée. Victoire au sprint de Jasper Philipsen, qui aura été emmené par Van Der Poel. Devant Mats Pedersen et Wout van Aert. Et sachez que Stefan Kung sera dans ce groupe pour la gagne et qui finira dernier du groupe, malheureusement. 6ème encore pour Stéphane Kung. Voilà. C'est que j'ai pensé à toi quand je l'ai vu à l'arrivée du Tour des Flandres. Le sprint à 2, il s'est fait battre, quoi. C'est ce qu'on disait en Parti live. Benoît en plus, ça, qui est pas un grand Bah oui. non plus. Mais Nico, il fait oh purée, peut-être que Stéphane Kung il va gagner un sprint en groupe finalement. Et non. Voilà les gars, et écoutez, on verra tout ça, tout ce résultat quand Nils Politt aura anticipé tel un Johan von Summeren des grandes années et ce sera imposé à la surprise générale, quoique sur le vélodrome. Donc on reverra un peu toutes nos prédictions. Écoutez, c'était bien sympa d'avoir fait cette belle émission avec vous. On s'est encore bien marré. J'espère que vous aussi, qui nous écoutez, vous avez bien aimé cette preview. Et évidemment, n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que ça fait remonter forcément le podcast et donc ça nous soutient, ça nous donne encore plus de visibilité et ça nous fait plaisir. Et puis également, si on fait ça, c'est pour partager notre passion du vélo avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous aussi vous nous exprimer ce que vous en pensez, qu'est-ce qui va se passer sur ce Paris-Roubaix, qui va s'imposer, qui va décevoir, est-ce que Wout van Aert va enfin réussir à décrocher ce monument, est-ce que Tadej Pogacar, comme chaque course finalement, on dit que peut-être pas, il va finir avec 3 minutes d'avance. Voilà, dites-nous tout ça aux commentaires, on partage tout ça et puis on vivra ensemble une belle course. Je sais pas encore si on fera un live pendant la course, si on fera un débrief juste après la course, on vous redira ça. En tout cas, hâte d'être à dimanche les gars parce qu'on va se régaler. Ouais, carrément, on va se régaler. Très bon Paris-Roubaix à tout le monde. Et puis, oui, dernière précision, interdit de dire le Paris-Roubaix. On est d'accord. Parce qu'à chaque fois que j'entends ça, moi, je fais des bons au plafond. Donc, c'est Paris-Roubaix. Voilà.
Je voulais finir là-dessus. Merci Un Adri. panneau pour Adri, s'il vous plaît. Pendant la course, le Paris-Roubaix. Allez, merci les gars, merci à tous et à très très bientôt. Salut tout le monde, ciao ciao. Des gros bisous et allez Romain Bardet.